les plus marquants de cette soirée, le lieu où il y a eu le plus de victimes, Raphaël? Oui, c'est cette salle de concert. Ce soir-là, il y avait le groupe de métal Eagle of Death Metal qui jouait avec un Bataclan plein à la fois dans la fosse, sur les deux étages également. Blessés et assassinés des attentats du 13 novembre 2015. Aux 92 vies fauchées en ces lieux. Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amiot, Armel Antisévique Pumir, Thomas Ayad, Guillaume Barrault de Cherf, Emmanuel Bonnet, Maxime Bouffard, Quentin Boulanger, Élodie Breuil, Frédéric Calizo, dit Fred de Wilde, Claire Camax, Nicolas Catina, Baptiste Chevreau, Nicolas Classo, Elsa Delplas et Patricia San Martin, Alban Denuy, Vincent Détoc, Fabrice Dubois, Romain Dunet, Thomas Duperron, Mathias Dimarski et Marie Laoche, Saler Emad El Djebali, Germain Ferret, Grégory Foss, Christophe Foultier, Julien Galisson, Suzon Garrigue, Mayol Gobert, Mathieu Giroux, Cédric Gomet, Juan Alberto González Garrido, Stéphane Grégoire et Frédéric Hénino, Anne Guillaumard née Cornet et Pierre-Yves Guillaumard, Stéphane H, Olivier Auducœur, Pierre-Antoine Henry, Mathieu Hoche, Pierre Innocenti, Nathalie Jardin, Marion Joanneau, Jean-Jacques Kirchheim, Nathalie Lorraine née Bouligina, Renaud Le Guen, Gilles Leclerc, Christophe Lelouch, Claire Métro-Taprest, Cécile Martin, Antoine Marie, Cédric Mauduit, Isabelle Merlin, Fanny Minot, Yannick Mainviel, Cécile Miss et Louise Felipe Tchoré, Marie Mosser, Quentin Mourier, Christophe Mutez, Hélène Mouyal-Léris, Romain Naufle, Bertrand Navaret, Christopher Nehesh Alter Bodino, Lola Ouzounian, David Perchirin, Aurélie de Peretti, Manuel Manu Pérez et Priscilla Correa, Franck Pitiot, Caroline Prénat, François-Xavier Prévost, Richard Raman, Valentin Ribet, Mathieu de Rortet, Estelle Roy, Thibaut Rousse-Lacordaire, Raphaël Ruiz, Madeleine Sadin, Lola Saline, Hugo Sarad, Jalal Seba, Maude Serrault, Sven Alejandro Silva Perugini, Valeria Solésine, Fabien Stech, Ariane Teller, Éric Thomé, Guillaume Valette, Olivier Vernadal. Dépôt de germe de M. Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité, et de M. Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, 13 novembre 2015.
Dépôt de gerbe de M. Emmanuel Macron, président de la République, et de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Mesdames, Messieurs, en mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à observer 1 minute de silence. Nous vous remercions. La cérémonie est maintenant terminée. L'émotion est très forte devant le Bataclan où 92 vies ont été fauchées. Vous avez aperçu ces deux hommes qui s'entrelacent. Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15, dont le fils Thomas a été tué au Bataclan, et Arthur Desnouveau, président de l'association Life for Paris, qui était dans la fosse et qui a survécu. Émotion extrêmement forte, car c'est au Bataclan, le Bataclan, où les terroristes ont fait le plus de victimes, un des lieux les plus emblématiques de cette terrible nuit. Cette date et ce lieu qui resteront jamais aggravés dans nos mémoires. Baudouin Rochard, vous y étiez en tant que primo-intervenant au Bataclan de la protection civile. Vous avez fait tout ce que vous avez pu et vous avez sauvé des vies ce soir-là. Tout à fait. Après, combien, telle est la question que je me pose. Mais l'essentiel n'est pas le nombre de vies qu'on a sauvées. Je dirais qu'il y a eu certes maintenant 92 victimes, mais maintenant... Et je dirais que le but de ma manœuvre, c'est que je rends hommage aux primo-intervenants, aux victimes décédées, et maintenant on se reconstruit, même malgré ça, 10 ans après. Raphaël, ce qu'on disait en écoutant Baudouin Rochard, en écoutant le témoignage des rescapés, c'est que personne n'est sorti indemne de ce qui s'est passé, et 10 ans après, ce 13 novembre, nous hante encore tous, que l'on ait été ou pas présent aux abords ou devant les lieux où les terroristes ont frappé. Oui, parce qu'il y a bien évidemment, comme M. Rochard ici présent, les primo-intervenants, les secours,
dans leur globalité, pompiers, SAMU, protection civile, Croix-Rouge et autres. Bien évidemment, les forces de l'ordre aussi qui sont intervenues ce soir-là. Et puis les 1500 personnes qui étaient en train d'assister à un concert de métal dans la salle de spectacle du Bataclan. Toutes les personnes qui étaient aussi là ce soir-là au Stade de France, sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements. Donc ça touche, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché, blessé ou malheureusement décédé. Donc effectivement, 10 ans plus tard, c'est tous ces souvenirs qui remontent en nous. Guillaume Fard. C'est ce que la tuerie de masse a de plus épouvantable, le Bataclan. C'est-à-dire qu'avant cela, d'abord avant le 13 novembre, la France n'avait pas connu d'attentats avec des gilets explosifs. On découvre cette technique venue d'ailleurs ce soir-là. Et puis, c'est la première fois qu'on est confronté à la tuerie de masse, au sens où des personnes font irruption dans une salle de spectacle et tuent indistinctement pendant 7 minutes précisément, jusqu'à ce que l'un des 3 terroristes soit face à une première confrontation par le feu, qui est celle de ce commissaire de la BAC très courageux, Guillaume Cardy, qui est l'actuel chef du RAID, qui, aidé par son chauffeur, ont neutralisé un terroriste, Sami Amimour. Et donc ça nous confronte à ce qu'est le terrorisme dans ce qu'il a de plus effroyable, c'est-à-dire la tuerie de masse aveugle, et ça oblige à revoir immédiatement toutes nos pratiques en termes d'intervention, changer des protocoles qui, avant le 13 novembre et avant le Bataclan, consistaient à ce que le primo-arrivant ne soit jamais le primo-intervenant. Le primo-arrivant devait geler un périmètre et attendre que des gens qui étaient plus formés, mieux équipés, davantage entraînés viennent réaliser une opération contre-terroriste. Après le 13 novembre, tout cela change. Et le premier qui arrive doit être en capacité d'intervenir. C'est pour cela qu'on crée des antennes du RAID et du GIGN en région. C'est pour ça qu'on demande à certaines BRI en région, ou certaines BAC, ou certains pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale de se renforcer pour pouvoir le faire. Et donc c'est tout un pays qui réapprend à faire face à la menace. Le Bataclan, c'est aussi une bascule dans l'organisation des forces de sécurité intérieure, dans l'organisation de la réponse. Et à ce jour, ça reste le pire attentat de notre histoire en nombre de victimes, suivi de près par l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Et si on prend la séquence du 13 novembre dans sa globalité, ces 132 victimes en font le deuxième attentat le plus meurtrier d'Europe. Le premier étant ceux de la gare d'Atocha le 11 mars 2004 à Madrid. Mais sinon, sur le palmarès morbide, nous sommes deuxième. Et donc, quand on regarde toute la séquence des années 2015, 2016, 2017 et qu'on regarde les pays qui ont été touchés, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, également le Danemark, la Suède, l'Italie devant être probablement une exception. Mais nous sommes sans doute le pays qui a payé le plus lourd tribut. Alors ça s'explique aussi en partie par le fait que nous sommes le pays qui a envoyé en valeur absolue le plus gros contingent de djihadistes en zone syro-irakienne. En valeur relative, ça se joue entre la Belgique et le Danemark, mais en valeur absolue, on est le premier. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il y avait en zone syro-irakienne beaucoup de djihadistes francophones qui n'avaient qu'un souhait, c'était de frapper la France pour ce qu'elle incarne, pour ses valeurs. Et ils y sont hélas parvenus. Il y avait un homme à Raqqa, Oussama Attar, dont c'était la mission de concevoir une opération terroriste visant à frapper la France, et il a chargé un autre homme, Abdelhamid Abaoud, de le faire, qui pour cela a recruté des djihadistes. Et alors, tous ceux qui étaient au Bataclan étaient partis en zone syro-irakienne combattre, mais tous ceux qui étaient au Bataclan étaient aussi des citoyens français nés en France.
On l'oublie. Exactement. On l'oublie également. Il faut le rappeler. Et ça dit aussi quelque chose de ce processus de radicalisation qui fait que on peut, dans certains cas, être citoyen français, être né en France et prendre les armes contre la France pour lui infliger un des pires attentats de notre histoire. Donc ça dit aussi quelque chose de ce qu'a traversé notre pays sur le plan de la radicalisation violente et de ses conséquences en termes de terrorisme. Et on n'avait pas tout à fait sorti, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus en zone syro-irakienne à tout le moins de lieux où des Français peuvent partir faire le djihad qu'il n'y en aura plus, parce que est en train de devenir la Syrie forcément est source d'un certain nombre d'inquiétudes. Il y a là-bas un homme qui s'appelle Omar Diaby ou Omar Homsed, on trouve les deux appellations, qui au sein du Jabhat al-Nusra a quand même s'est livré à de la propagande visant très clairement à ce que des attentats aient lieu en France. On nourrit un certain nombre d'inquiétudes sur le Mali, même si personnellement je crois moins que ça devienne une terre de djihad comme a pu l'être la Syrie ou la zone syro-irakienne à une époque. Mais en tout cas, ça appelle à de la vigilance sur la capacité qu'auraient les organisations terroristes à se reconstituer et à venir à nouveau frapper la France depuis l'extérieur et sans même aller sur ce terrain-là. Il y a de toute façon sur notre sol des personnes qui sont radicalisées et qui souhaitent frapper la France et qui la frappent presque chaque année. Il y a eu un attentat meurtrier à Mulhouse le 22 février de cette année. Bon, il n'y en avait pas eu de meurtrier en 2024. En 2023, il y en a tout de même eu deux, dont un qui a coûté la vie à Dominique Bernard le 13 octobre à Arras. En 2022, il n'y en avait pas eu sur la voie publique. Enfin, Yvan Colonna est un cas un peu particulier. Et en 2021, c'est Stéphanie Montfermé qui a Rambouillet le 23 avril de cette année-là perd la vie dans un attentat aussi islamiste. Donc la France reste un pays qui, en raison de ses valeurs, en raison de ce qu'elle incarne, en raison du fait qu'un certain nombre d'individus sur son sol sont en rupture avec ce système de valeurs et un projet de société, décide de passer à l'acte. Donc le Bataclan, ça dit tout ça. C'est à la fois un aboutissement d'un processus de radicalisation violente et de menaces djihadistes extrêmes dans les années 2014-2015, mais c'est aussi le commencement d'un processus de lutte qui, lui, est loin d'être terminé. On va